général des services, merci de bien vouloir faire l'appel. Madame Chaguel a donné pouvoir à M. Mélorme. Monsieur Pateau. Madame Gérard a donné pouvoir à Madame Magui. Monsieur Guetto. Madame Magui. Monsieur Jojas. Monsieur Beneteau. Madame Eugène. Monsieur Flower. Monsieur Guipin a donné pouvoir à Monsieur Flower. Madame Chouinard. Madame Béliard. Madame Labbé a donné pouvoir à Monsieur Guetto. Monsieur Blanchot. Excusez-moi, je ne suis pas habitué à cette position dans les libérations des noms. Présent. Monsieur Henry. Présent. Monsieur Legnaud. Madame Legnaud. Excusez-moi. Madame Legnaud. Madame Picon-Chevalier. Madame Chevalier. Monsieur Bouzin. Madame Caillot. Madame Guézy. Madame Désiré. Madame Ferreira a donné pouvoir à Madame Chevalier. Monsieur Georges. Monsieur Projet a donné pouvoir à Monsieur Pateau. Monsieur Picon a donné pouvoir à Monsieur Beneteau. Monsieur Thénier. Monsieur Sénicourt. Madame Cotu-Grossin. Monsieur Defrémont. Monsieur Guyard. Madame Vernet. Madame Sass a donné pouvoir à Monsieur Defrémont. Monsieur Montrelet. Madame Fischer-Bernier. Monsieur Fabre. Madame Maty. Madame Guibert. Monsieur le maire de Cornet-Pétain. Merci. Je propose de désigner un secrétaire de séance au travers de M. Franck Bouzin. Est-il des observations, des avis contraires? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez certainement, Madame Lucienne Georges, conseillère municipale à la Sévigny de 2008 à 2014, figure emblématique du monde combattant de l'Essonne, nous quittait la semaine dernière. Aussi, je souhaiterais en ouverture de ce conseil municipal que notre assemblée se souvienne de celle qu'on surnommait la Petite. Lucienne Georges était une femme de conviction, une femme résolument engagée pour la liberté, pour l'intérêt général, en somme, une patriote. Sa personnalité de fer la mettra rapidement au profit de la résistance. Âgée de 17 ans, elle quittera les bancs de l'école pour rejoindre son père, Charles le Petit, qui fabriquait alors de fausses cartes d'identité dans un atelier d'Issy-les-Moulineaux. Ces précieux documents, Lucienne les apportait secrètement à leurs valeureux destinataires résistants. Très vite, elle deviendra agent de liaison pour la résistance. Elle prend alors le nom de La Petite et assure la distribution de messages codés et d'armes pour la résistance. Elle rejoindra ensuite le colonel Roll Tanguy, qui participera activement à la libération de Paris. S'installant ensuite en Corrèze pour une longue période, elle partagera la vie de celui qu'on appellera le Tigre, figure de la résistance corrézienne, blessée au combat. Lucienne consacrera sa vie avec la volonté de transmettre aux jeunes générations le souvenir des événements tragiques qui ont marqué l'histoire. C'est forte de cette volonté qu'elle sera chargée par Jean Marsaudon, au sein de la commission du devoir de mémoire, de donner corps au devoir de mémoire aux côtés de Gilbert Brunet, à travers l'organisation des voyages mémoriels. Lucienne Georges consacrera presque jusqu'au bout son temps à la commission du devoir de mémoire. Nommée par le préfet de l'Essonne membre du conseil départemental pour les anciens combattants, elle sera la première conseillère municipale du département désignée dans le collège représentant le second conflit mondial. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, afin que nous honorions la mémoire de Madame Lucienne Georges, je vous demanderai de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence.
conseil municipal du 4 septembre. Celui-ci fait-il l'objet d'observation? Oui, monsieur Guyard. Bonsoir mes chers collègues, bonsoir monsieur le maire. Juste en page 12. Attendez, dès que le micro sera de clignoter, c'est bon. Bonsoir, oui, mes chers collègues, bonsoir monsieur le maire. Juste en page 12 de ce compte rendu, à la fin de mon intervention, précise qu'il va falloir que les élus travaillent ensemble et également avec les représentants, puisque la vie démocratique s'est animée depuis quelques mois suite aux décisions et non aux actions, parce que si les actions avaient été entreprises, nous l'aurions su. Merci. Très bien, nous prenons note. Y a-t-il d'autres observations? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je dois également vous faire part de la liste des décisions que vous avez reçues en application des articles L21, 22 et 23 du Code général des collectivités territoriales. Cette liste de décisions fait-elle l'objet d'observation? Oui, monsieur Depréon. Merci. Oui, effectivement, on a constaté qu'un grand nombre de décisions, alors ça tourne autour des décisions 600 à 621, sont bâties sur le même schéma et mettent à disposition de chaque association concernée la quasi-totalité des équipements sportifs, sans rapport, dans certains cas, avec leur activité propre. C'est ainsi, par exemple, que le club d'aïkido pourra utiliser les cours de tennis, tout comme le club d'escrime. Le club de baseball pourra, lui, utiliser les gymnases chez Moll et Champagne, autant dire qu'il ne faudra pas lancer trop fort. Et plus surprenant, l'association Arts et Loisirs est susceptible d'utiliser la salle d'haltérophilie musculation. Tout ça laisse imaginer des situations pittoresques, il n'y manquera pas. Mais plus sérieusement, ces conventions, tous azimuts, ne risquent-elles pas de créer un peu de confusion quand on sait le degré de spécialisation de certaines salles et équipements municipaux? Alors, tout simplement, c'est parce que c'est vrai que chaque équipe, chaque spécialité est plutôt dédiée à une salle en particulier. En revanche, à Loisirs, rien ne nous empêche d'aller faire de la musculation ou des choses de cette nature. Il y a vraiment tout type d'activités chez Loisirs. Et puis ça permet de suppléer de temps en temps lorsqu'il y a des occupations autres. Monsieur Delémont, si tu veux compléter. Oui, si je peux me permettre, bonsoir. Merci, monsieur le maire. De toute manière, la convention type prévoit l'intégralité de l'ensemble des équipements. C'est la convention qui a été adoptée. Ça permet effectivement que si ponctuellement une association a besoin d'une installation, quelle qu'elle soit, on ne soit pas obligé d'effectuer un amendement à la convention. Toutes les installations sportives sont mises à disposition de l'ensemble des associations sportives sans distinction. Il est évident qu'effectivement, le tennis risque peu d'avoir affaire à la salle de boxe ou inversement. Y a-t-il d'autres observations? Oui, monsieur Guyard. Oui, monsieur le maire, je profite de la décision 597 pour remettre sur le tapis, si j'ose dire, la location, le feuilleton de la location de notre bâtiment de la Savinière à la Tranche-sur-Mer, puisque nous constatons une évolution de l'autre partie prenante du contrat, puisque ce n'est plus la ville, c'est le CCAS de la Tranche. En revanche, à ma connaissance, je n'ai pas reçu toutes les réponses aux questions que j'avais posées la dernière fois, notamment où est le PV de prise en charge de ce bâtiment par la ville, comment vont être, entre guillemets, pris en charge les bâtiments qui ne sont pas liés à la cuisine, qui, à notre connaissance, sera la seule utilisée par nos collègues maintenant du CCAS, avant de la ville de la Tranche. Et donc, nous restons très inquiets quant au devenir des bâtiments, puis qui vont passer une saison complète ou un hiver complet sans vraiment d'entretien à ce que nous pouvons comprendre. Comment seront sécurisés ces bâtiments puisqu'ils n'auront pas d'usage propre en tant que tel? Ces questions restent sans réponse aujourd'hui. Il nous semble pour le moins assez cavalier ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans ce cadre, et on aimerait avoir des réponses claires, voire les documents annexés complets à cette convention de location, et que vous puissiez nous rassurer effectivement sur le devenir de l'autre bâtiment que celui qui comporte la cuisine, afin éventuellement de relancer quelque chose à l'échéance du dit contrat. Merci.
Mais il me semble vous avoir déjà répondu sur le sujet lors du précédent conseil municipal. J'ai juste une petite chose, je crois qu'il y a eu une problématique de lumière. Voilà, si vous voulez bien appuyer sur un bouton, ça pourrait être sympa. Voilà, fantastique. Il y a un état qui avait été fait par les services de la commune de Savigny, que nous avons envoyé à la Tranche-sur-Mer et qui n'a pas fait l'objet de remarques. Voilà, tout simplement. Y a-t-il d'autres observations? Très bien, je vous remercie. Nous allons pouvoir procéder maintenant au vote des délibérations. Nous commencerons par le calcul du quotient familial. Monsieur Pateau, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération a pour objet le calcul du quotient familial pour l'année 2016. Donc, dans cette délibération, elle a pour objet de maintenir au même taux que 2015 les tranches du quotient familial qui seront applicables à partir du 1er janvier 2016. Donc, c'est pas de changement, même montant que l'an passé, au niveau de chaque tranche. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Huillard. Oui, monsieur le maire et mes chers collègues. On pourrait attendre quelques secondes. Nous allons trop pressé, on me dit. Monsieur le maire et mes chers collègues, le débat qui revient sur la table ce soir est un débat annuel, normal, mais sur l'intervention que nous avions faite l'année dernière, nous n'avons pas ce soir de réponse complémentaire à apporter. Le quotient familial est un outil qui nous permet à nous, élus, de proposer à nos concitoyens, en fonction de leurs revenus, l'accès ou pas à un certain nombre de services publics. On en est bien conscient, on en a souvent parlé autour de cette table, également lié à des possibilités financières qui sont celles de la commune. Et pour pouvoir prendre des décisions claires en la matière, comprendre quels sont les bénéficiaires, quelles sont les tranches de la population qui peuvent bénéficier de ces quotients, il aurait été opportun de nous remettre un bilan de ces familles qui sont concernées par les différentes tranches et que nous puissions effectivement considérer ou reconsidérer l'évaluation de ces tranches. Parce que, dois-je le rappeler dans cette salle, les tarifs ont conséquemment augmenté pour cette année, d'environ 2,5% sur les différents sujets et accès de la ville. Les revenus de nos concitoyens, certes, n'augmentent peu, enfin, il y a quand même une petite inflation dans ce pays et quelques évolutions salariales, notamment dans le secteur privé. Il aurait été de bonne loi de relever les tranches à minima du niveau de l'inflation qui est constatée. Donc, pas de bilan, pas d'évolution des tranches, alors même, dois-je le rappeler, que ça a été une façon de faire payer des impôts avant 2012 en figeant les plafonds des revenus sur les barèmes des impôts. On agit ici de la même façon. Je ne pense pas que ce soit de bonne politique. Vous avez inventé un certain nombre de tarifs qui n'existaient pas préalablement. On en parlait récemment, notamment dans les maisons de quartier, où on constate que là où des tarifs ont été créés, les populations concernées ne fréquentent plus les ateliers qui leur étaient proposés historiquement. Donc il y a des vrais sujets et des vraies conséquences de nos actes qui aujourd'hui doivent être analysés. Il ne s'agit pas effectivement de faire n'importe quoi, mais il s'agit de comprendre ce qui se passe et effectivement de ne pas perturber les familles qui par ailleurs sont en déshérence, qui par ailleurs ont des difficultés. Et quand je dis ça, je pense à la fois aux plus précaires d'entre nous, mais je pense aussi aux familles de revenus moyens qui subissent là la non-évolution de ces tranches pour le quotient familial. Donc à ce titre et dans ce cadre, même si effectivement nous restons très attachés à la logique du quotient familial, nous ne pouvons accepter la proposition qui nous est faite ce soir sans autre forme d'explication, si ce n'est, et on vous remercie, puisque M. Sénicourt l'avait demandé, le rappel des tranches et des niveaux de revenus par habitant que les tranches, dans lesquelles les tranches sont calées. Merci. Pour votre
information au niveau du quotient familial. Il a donc été décidé, si vous voulez, de ne pas modifier ces tranches, au même titre que nous n'avions pas, pour les administrés, augmenté les taux au niveau des impôts. Nous n'augmentons pas. C'est un peu la distinction que nous faisons entre les administrés et les usagers, où on essaye un petit peu de rééquilibrer ce qui est de la part de l'administré et ce qui est de la part de l'usager. Au niveau des quotients familiaux, sur la ville, il y a deux, je dirais que, types de quotients familiaux. Il y a celui-ci, qui est principalement pour la restauration scolaire et tout ce qui est fait au niveau des familles. Et ensuite, vous avez celui du CCAS, qui concerne principalement les seniors, puisqu'il concerne la restauration des seniors et un certain nombre de choses qui sont liées à eux. Donc c'est ce qui explique, et c'était une des questions qui avait été posée lors de la commission par notre collègue, où, si vous voulez, il y a des différences, puisque d'un côté, il y a 7 tranches et de l'autre côté 9 tranches, puisqu'en fin de compte, ça ne s'adresse pas, si je puis dire, à la même catégorie de population. Donc nous n'avons pas modifié cette année pour faire une sorte d'équilibre entre l'administré et l'usager, puisque nous n'avons pas bougé, nous nous tenons à ne pas modifier au niveau des impôts. Madame Claude. Je voulais rajouter par rapport à l'intervention. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Et mettez pas la main devant le micro, parce que ça va se voir. Merci. Je voulais rajouter par rapport à ce que vient de dire M. Billard, que je partage totalement. Il y a vraiment nécessité de revoir les tranches. On observe aujourd'hui non seulement que des gens ne peuvent plus s'inscrire, parce que les tarifs quand même sur les maisons de quartier, c'est 80 € l'année, ça va jusqu'à 80, 105 € l'année, etc. Et même dans les activités où, qui sont un petit peu moins chères, à 60 € l'année le maximum, on constate qu'il y a une désertification des maisons de quartier de Grand Pau, des quartiers où il n'y aurait plus besoin d'animation, de vivre ensemble, de partager des activités, et sur Grand Pau et sur les Prés Saint-Martin. Et là, je crois il faut vraiment aujourd'hui faire une analyse précise, y aller voir. Je ne sais pas qui va voir dans les membres du conseil, mais quand même des bénévoles ne peuvent plus animer une activité parce qu'il n'y a pas de public, parce qu'il n'y a plus de personnes qui peuvent y assister, ça devient grave. Alors, juste, je répondrai en fin de séance à une question qui a été posée par M. David Fabre sur le sujet, mais sachez que même les activités entièrement gratuites baissent de fréquentation. Donc, à mon avis, le sujet n'est pas seulement une problématique tarifaire. Monsieur Fabre. Monsieur Pateau, alors moi je vais lire votre délibération d'une manière complètement différente. En fait, vous nous disiez qu'il n'y a pas d'augmentation. Moi je vais vous parler de 3 augmentations. Première augmentation, vous laissez certes les tranches inchangées, mais on n'est pas quand même dans une situation où on a une inflation nulle, complètement nulle. Il y a une inflation certes faible, mais qui existe quand même. Donc pour des gens qui sont en limite de tranche, ils se trouvent à passer en tranche supérieure et donc à payer des activités plus chères. Première augmentation, parce que vous auriez pu augmenter les tranches au moins du niveau de l'inflation. Deuxième remarque sur l'augmentation des tarifs, parce que c'est bien de ne pas augmenter, vous dites vous n'augmentez pas les tranches, mais ce qui est important, c'est ce qui correspond aux tranches. Et là, les augmentations de tarifs, elles ont été énormes et elles ont été votées dans un précédent conseil municipal. Troisième augmentation, qui n'a pas la libération, mais que vous êtes permis de dire, c'est la non-augmentation des impôts. Alors, pour tous les Saviniens ici présents qui ont reçu leur taxe foncière et qui ont vu l'énorme augmentation d'impôts de Calpe plus ville, d'accord, due à une simple décision municipale d'arrêt de la compensation du lissage, c'est un peu fort, monsieur. Donc, c'est une triple augmentation pour les familles saviniennes. Alors, dire zéro augmentation, franchement, c'est se moquer du monde. Monsieur Frappe, je vous préciserai simplement que j'ai parlé de non-augmentation des taux. Et je suis désolé, la ville de Savigny n'a pas modifié les taux. Oui,
Madame Guibert. Merci beaucoup, Monsieur le maire. En effet, les taux ont augmenté. C'est faux de dire que les taux n'ont pas augmenté, puisque le taux de la part communautaire, notamment la taxe foncière, pour la commune de Savigny-sur-Orge, donc qui a été votée en conseil communautaire, est passé en 2015 de 4,52% à 6,79%. Donc votre analyse est parfaitement erronée. Donc il y a en effet des augmentations au niveau des taux, il y a une augmentation en effet, comme ça a été rappelé, au niveau des tarifs, mais par contre je m'étonne aussi de nos collègues socialistes de venir défendre quand même les classes moyennes, alors qu'on sait quand même que le gouvernement a décidé de près de 225 millions d'euros les APL, quand même. Merci, Monsieur le maire. Oui, nous dire qu'aujourd'hui, que les taux de la commune sur la taxe foncière et d'ailleurs habitation n'a pas évolué entre 2013 et 2014, je dis que là, c'est de la fumisterie. Je ne peux pas entendre ça ce soir. Faux, Monsieur Pateau, vous avez augmenté dès votre arrivée et vous ne pouvez pas le nier. Les taux de la commune, madame, Regardez 2013, Monsieur Mélan, regardez. Les taux de la commune, regardez, madame, Monsieur Mélan, regardez. Oui, je ne me rappelle pas bien ce qui s'est passé en 2010. Eh bien, nous aussi, Monsieur Mélan. Nous aussi, on s'en rappelle. Nous allons passer les euros virtuels qu'on fait. Concernant le quotient familial, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Point numéro 2 de l'ordre du jour concerne la fixation du périmètre et du siège de l'EPT composant la métropole du Grand Paris. L'article L5219-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans le périmètre de la métropole du Grand Paris sont créés au 1er janvier 2016 des établissements publics de coopération dénommés EPT, d'un seul tenant et sans enclave d'au moins 300 000 habitants. Ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Le même article précise que le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région Île-de-France des conseils municipaux des communes concernées qui disposent d'un délai d'1 mois pour rendre leur avis. Suite à la délibération du 4 septembre dernier par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge s'est prononcé favorablement au rattachement de la commune à la MGP, le préfet de la région Île-de-France a transmis à la ville un projet de décret fixant le périmètre et le siège de l'établissement public territorial de rattachement. Ce projet prévoit que le périmètre de l'EPT est composé des communes d'Ablon, Arcueil, Latissement, Cachan, Chevilly-la-Rue, Choisy, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy, Le Craneur-Bicêtre, La Haye-les-Roses, Morangis, Sorly, Paradis-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Viry-Châtillon et Vitry-sur-Seine. Bien qu'il soit regrettable que l'État n'ait pas accepté de créer un EPT spécifique autour du Grand Orly, comprenant moins de 300 000 habitants, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de décret fixant le périmètre de l'EPT 12, c'est encore son nom, comprenant les 22 communes précitées. Dans l'attente d'une concertation entre les communes du périmètre, le siège du futur établissement public territorial est fixé provisoirement à la commune la plus peuplée du territoire, à savoir Vitry-sur-Seine. Le préfet de la région Île-de-France a cependant pris conscience de la difficulté de trouver un accord sur le siège de cette EPT et par note reçue le 30 septembre 2015, il indique que le siège provisoire pourra être modifié par délibération concertée des communes après parution du décret relatif au périmètre. Il est donc proposé au conseil municipal de Savigny de se prononcer en faveur d'un siège de l'EPT géographiquement localisé au centre de ce vaste territoire et à proximité immédiate de toutes les commodités de transport
et d'accès pour l'ensemble des membres du territoire. La centralité du siège paraît donc essentielle. Voilà cette délibération pour ouvrir le débat. Y a-t-il des observations? Oui, Madame Guibert. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, j'aimerais quand même poser quelques chiffres, parce que là, on va intégrer la métropole du Grand Paris. Je ne vais pas non plus rappeler que le Front National est particulièrement opposé à l'intégration de notre commune au sein de la métropole du Grand Paris, mais aussi dans ce territoire numéro 12, qui va compter 22 communes, un territoire de plus de 620 000 habitants, on est très loin de la dimension humaine. Quelques chiffres quand même, puisque la métropole du Grand Paris va regrouper 131 communes, 209 conseillers métropolitains, à savoir c'est exactement le même nombre de conseillers régionaux, et plus de 1054 conseillers territoriaux. Donc là, on nage vraiment dans l'inflation au niveau des élus, et on va pouvoir se demander qui va payer encore une fois les indemnités de ces élus. Vous ferez l'addition, vous verrez que ça monte de manière considérable. Alors, au-delà du fait que ça soit bien évidemment un millefeuille administratif, le territoire numéro 12 risque de nous noyer dans un exécutif, en plus à majorité socialo-communiste. Puisque c'est... Ah, bah oui, mais c'est très symbolique, parce que le siège de ce territoire sera la commune de Vitry-sur-Seine. Ah oui, mais lorsqu'on connaît les dérives, les dérives du Parti communiste au niveau des gestions, il n'y a pas franchement de s'inquiéter. Hein. Alors, tant mieux, parce que moi, ça veut dire que je m'inquiète pas, donc tant mieux, ça ne gêne pas. Madame Guibert, donc, je continue. Sérénité dans les débats, s'il vous plaît, merci. Écoutez, monsieur le maire, essayez de continuer votre assemblée dans ce cas-là. Donc, je reprends. Donc, Vitry-sur-Seine, alors au niveau des conseils de territoire, au niveau du territoire numéro 12, on va compter près de 92 territoires. Je parlais de la commune de Vitry-sur-Seine, rien que la commune de Vitry-sur-Seine, de par sa taille, puisque c'est une commune de plus de 80 000 habitants, va pouvoir être représentée par 14 conseillers territoriaux. Donc je crains malheureusement en effet que la majorité dérive vers les socialo-communistes, mais je ne vous doute pas qu'à mon avis il va y avoir des tractations comme vous avez l'habitude de faire entre l'UMP et le Parti Socialiste qui s'entend tellement bien sur cette question. Voilà. Républicain, alors, UMP. Oui, mais franchement vous n'êtes pas pour moi républicain. Ça, vous êtes un peu à la mode Sarkozy, quoi, les républicains. Ah bah j'en suis fière. Mais je prends vraiment les couleurs de mon parti, j'en suis très fière. Parce qu'en plus de ça, au sein même de votre propre famille politique, monsieur le maire, il y a quand même une désunion. Puisque à Morangis, je crois savoir que l'UMP ou les Républicains... Ah oui, mais c'est important, monsieur Guillard, parce que le territoire numéro 12 ne va pas compter que sa démission. Sinon, je vous donne cette petite carte pour que vous appreniez les villes. Voilà. Donc, je crois qu'à Morangis, les Républicains, voire l'UMP, n'ont pas souhaité intégrer le territoire numéro 12. Donc, à mon avis, il y a quand même une certaine désunion. Et moi, j'ai une autre question, bien évidemment, parce que, bon, au-delà du fait que ça va encore éloigner voilà, le centre de décision pour le citoyen, qui va donc devoir, encore une fois, parcourir de nombreux kilomètres s'il souhaite se rendre à cette assemblée, qui est quand même particulièrement unique, puisque là, encore une fois, on a bafoué les élections municipales et communautaires de 2014, puisque les conseillers territoriaux et les conseillers métropolitains ne seront pas élus au suffrage universel direct. Donc là, encore une fois, vous balayez d'un revers de main les élections. Vous n'avez même pas organisé un référendum, comme a fait d'ailleurs votre collègue, M. Trinquier, à Vissou, et on a vu les résultats. Moi, j'ai juste une question, c'est par rapport notamment aux employés de la CAP. Comment, c'est quoi en fait leur avenir? Que va-t-il se passer? La mutualisation des dettes, encore une fois, c'est une des questions que j'ai posées en conseil communautaire, mais on n'a jamais apporté des réponses. Donc, au-delà du fait qu'on va avoir l'inflation
en effet des élus. Nous allons aussi aller vers l'inflation au niveau des dépenses et au niveau des charges de fonctionnement. Donc bien évidemment, vous allez très certainement trouver une solution et vous allez très certainement augmenter les impôts. Ça fait une couche en plus, il faut parler des finances. Oui, pardon, Monsieur Guyard. Et chers collègues, un petit peu de pédagogie peut-être dans un premier temps. Je rappelle que cet établissement public territorial va intégrer les EPCI, dont la CALP, qui sont aujourd'hui partie prenante à ce futur territoire, et qu'en l'occurrence, Madame Hibert, il va pas y avoir une augmentation du nombre de conseillers territoriaux, mais une diminution nette, puisque nous, en tant que Saviniens, nous ne serons plus représentés par 5 personnes, et non pas, je me souviens plus, 17 je crois, aujourd'hui. Donc il n'y aura pas en la matière de l'inflation, d'où effectivement les craintes que notre ville soit insuffisamment défendue dans ce futur périmètre. Là, on peut vous écouter. Laissez-moi maintenant discuter, s'il vous plaît. Par ailleurs, donc, ce qui est important, et ce qu'on a dit la dernière fois à l'occasion du débat du 4 septembre, d'ailleurs vous n'étiez de mémoire pas là, c'est qu'il fallait, dans cette évolution qui a été finalement votée et reconnue par l'Assemblée nationale, on respecte la loi, nous, chère madame, en tant que républicains, il fallait assumer ce qui va évoluer, et retrouver entre nous de la sérénité pour que les compétences soient rangées au bon niveau. Pour l'exemple de la CALP et les compétences et les hommes et les femmes qui y travaillent aujourd'hui vont rester au service de ce qu'il faut pendant les 2 prochaines années. C'est ce qui a été, moi je lis la loi, je ne sais pas si vous avez le temps de le faire de temps en temps, mais c'est ce qui a été décidé, chère madame. Je ne suis pas médisant, je constate des choses. Vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi, un peu n'importe quoi, donc simplement je rétablis une certaine justesse par rapport à ce que la loi a décidé. Bon. Je fais là encore que de la pédagogie pour les uns et les autres. J'en profite pour remercier la majorité municipale qui nous a remis ce soir un certain nombre de documents sur les financements de la CALP. Vous verrez qu'il n'y a pas d'impôt ménage qui remonte au niveau du territoire et de la métropole, et sur l'organisation effectivement de cet établissement public territorial et de la métropole et de la ville, qui repose le problème des compétences qui sont aujourd'hui exercées par la CALP, demain seront remontés à la métropole, resteront à l'OPT et redescendront à la ville. C'est ça qui est important. C'est comment nous allons nous arranger pour que la fiscalité, la nôtre, celle de l'OPT et celle de la métropole, puissent apporter aux Saviniens à minima le même service qu'aujourd'hui, voire un peu plus. Parce que je suis désolé, se refermer sur nous-mêmes, c'était aller à la catastrophe. Nous sommes dans une situation financière, on l'a dit ici, on l'a dit ailleurs, relativement difficile, pour ne pas dire autre chose. Il fallait que nous rejoignions un territoire qui soit en capacité d'apporter aux Saviniens, comme aux autres habitants de cette belle région Île-de-France, un certain nombre de services. C'est le fait métropolitain, il va falloir s'y intégrer, il va falloir développer les transports et les activités économiques qui permettront de le faire. C'est ça notre enjeu. Alors les bagarres en disant les uns et les autres on est plus ou moins capables de s'entendre, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet c'est de répondre à des attentes dans une situation difficile, c'est de défendre cette région de France qui se bagarre dans une... Pardon, je ne sais pas comment on parlait. Dans une bagarre internationale complexe, et c'est donner aux jeunes qui sont là ce soir, et surtout à ceux qui continuent d'être en difficulté dans les quartiers, des perspectives intéressantes pour leur avenir. C'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut faire tous ensemble. C'est dingue. C'est pas un bien de la chose, c'est dingue. Et c'est tu appelles les Républicains? Oui, Vitry-sur-Seine, je vais vous raconter une anecdote. Nouvelle capitale de notre futur territoire. Moi, je le connais de Vitry-sur-Seine finalement qu'une seule fois. Il y a un commerçant de Juvisy qui est en face de mon bureau, qui m'a demandé une fois de lui envoyer une femme de ménage. Mais figurez-vous que cette femme de ménage, qui est allée en voiture, et que sa voiture s'était considérablement dégradée à Vitry-sur-Seine. Et c'est une petite anecdote, mais ça ne me laisse pas une très bonne idée de Vitry-sur-Seine. Donc j'oublie, c'était une boutade. C'était une boutade. Bon, revenons à du sérieux, revenons un peu à du sérieux. Vous savez, dans ce territoire, il y a un certain nombre d'organisations qu'il va falloir peut-être mettre en place et qui posent question. Donc vous nous demandez de rejoindre ce territoire. Ok.
Alors on va regarder par exemple, sur un exemple, ce que vous pouvez imaginer comme organisation. Vous savez, dans les portes de l'Essonne, il y a une structure qui est très utile à nos aînés, qui s'appelle le CLIC, le comité. Voilà. Cette structure-là, c'est l'une des mieux intégrées du département de l'Essonne. Elle a pour vocation de coordonner tous les services auprès des personnes âgées qui commencent à être dépendantes. Vous le savez, dans cette structure, donc il y a, puisque vous avez les comptes de l'agglomération, il y a des financements pérennes qui ont été fournis par l'ARS pour plusieurs années. Il y a un certain nombre de services qui sont rendus aujourd'hui à toutes les villes de la CALP, notamment en termes d'agencement gratuit, en tout cas d'évaluation gratuite de l'agencement des appartements, des maisons, et tout un tas de services donc, qui sont fournis. Alors ces services-là, en fait, ils sont dans notre agglomération qui est dans le 91. Le département de l'Essonne, comme tous les départements, finance tout le volet social lié à la PA et d'autres dispositifs de l'aide au maintien à domicile. Or, si on regarde, on va se retrouver dans un territoire qui est essentiellement sur le 94. Dans le 94, or, on va se retrouver dans le 94 à être les seules villes dépendantes du 91. Donc comment va s'articuler la politique sociale financée par le département de l'Essonne dans ce territoire, sachant que c'est un territoire où les CLIC ne dépendent pas des communautés, des communes d'agglomération, mais sont des associations indépendantes. Ce sont des associations indépendantes. Donc le résultat de tout ça, c'est que finalement on va avoir énormément de problèmes pour organiser le soutien aux personnes âgées et coordonner le soutien aux personnes âgées. On ne pourra pas le faire à l'échelle du territoire, ce ne sera pas possible. Donc aujourd'hui, quelle est la solution envisagée dans ce territoire-là pour l'avenir du CLIC l'année prochaine? Voilà. Comment pouvez-vous pérenniser le financement qui le fera fonctionner? Sous quelle forme? Sous forme d'association? Sous forme est-ce que ces compétences-là vont revenir à la mairie qui n'aura pas les moyens de financer ces services-là? Qu'avez-vous prévu? Est-ce que concrètement, vous pouvez m'indiquer au jour où on est, c'est-à-dire à quelques mois finalement des décisions, comment seront traitées les personnes âgées dépendantes de Savigny-sur-Orge? Monsieur Blanchot. Alors, excusez-moi, je ne suis pas un orateur, je vais lire ce que j'ai préparé. Au cours de l'avant-dernier conseil municipal, nous avons donné un avis sur le fait de rejoindre la métropole du Grand Paris, et j'ai donné un avis favorable. Ce soir, on nous demande notre avis sur le projet de décret précisant le périmètre du futur territoire T12, ainsi que la localisation du siège du futur établissement public territorial, au sein duquel Savigny sera intégré. Je vais donner un avis défavorable et je m'en explique. Préalablement, je me dois d'apporter des précisions. En effet, le préfet profitera des largesses de la loi NOTRe et il pourra modifier le périmètre, quels que soient les avis formulés par les différents conseils municipaux. Ainsi, il réfléchit actuellement au fait d'intégrer également les villes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges. Il pourra le faire jusqu'à la promulgation du décret vers la mi-décembre prochaine, et le territoire T12 passera ainsi de 632 000 habitants à 680 000 habitants. La loi NOTRe permettra également au futur conseil territorial de se prononcer sur la localisation du siège au centre du territoire et non pas à Vitry-sur-Seine, ville peuplée, on l'a déjà dit. Notre avis étant consultatif, et le préfet n'étant pas obligé d'en tenir compte, je donnerai un avis défavorable, car ni le périmètre, ni la localisation proposée du siège ne m'adhèrent. Bravo. D'autres arguments sont développés par le député maire de Thiers, Richard Delagnola, qui a longtemps bataillé pour la reconnaissance d'un territoire autour d'Orly. Pour information, le maire est élu sous l'étiquette Les Républicains, comme c'est le cas à Savigny-sur-Orge. Je vais vous lire quelques extraits de son rapport argumenté tel qu'il l'a présenté lors du dernier conseil municipal de la ville de Thiers qui s'est tenu le 29 septembre dernier. Mais avant de commencer, je vous précise la nature des avis rendus. 33 voix contre, soit des avis défavorables, 2 voix pour, soit 6% d'avis favorables. Donc, extrait de l'avis donné par monsieur le député maire de Thiers. Monsieur le maire rappelle le cadre législatif de cette réforme, je passe. Député maire.
et puis député, monsieur le maire. Ces territoires sont au nombre de 12, le nôtre portant le nom de T12. Nous avions milité autour du territoire du Grand Orly car nous pensions partager un destin commun et de manière collective. Nous envisagions, avec les communes du Val-de-Marne et de l'Essonne, de partager un avenir commun à la fois sur le plan économique, sur le plan des projets et sur le plan de l'emploi. D'ailleurs, ce territoire avait bien été identifié par la préfecture de région comme un territoire singulier, sauf que l'État a fini de manière autoritaire pour créer de grands territoires, tels que le nôtre. Territoire qui représente quasiment la moitié du département. C'est un territoire immense, un mastodonte qui va compter plus de 630 000 habitants et regrouper 22 communes. Le contexte est compliqué puisqu'il y aura d'abord la mise en place de l'administration commune à ces 22 villes qui sera en charge de gérer le territoire, puis la gestion des transferts de compétences obligatoires qui va s'opérer notamment l'assainissement et la collecte des ordures ménagères. Le transfert de compétences concerne également l'urbanisme. Demain, le plan local d'urbanisme, le PLU, sera décidé par la métropole et les territoires. Il en est de même en ce qui concerne la politique du logement et celle de l'environnement. Le transfert des compétences est extrêmement sensible et important, et cela au détriment des communes. La décentralisation n'aura été malheureusement qu'une parenthèse, et le grand mouvement décentralisateur des années 80 est aujourd'hui battu en brèche. La haute administration va avoir le pouvoir technique et le pouvoir d'expertise face aux collectivités qui n'auront pas la capacité à contester. Lorsque la métropole du Grand Paris sera en place, nous aurons des administrations entières qui nous opposeront leur expertise et leurs analyses. Il s'agit là d'une réforme lourde sur le plan institutionnel qui se fait à marche forcée. D'ailleurs, l'avis qui sera émis ce soir par le conseil municipal ne sera pas pris en compte. Il s'agit d'un avis consultatif. Nous allons entrer là dans une gestion éloignée, loin de la proximité des habitants, et la gestion quotidienne de cette nouvelle organisation sera très difficile. De plus, l'administration de l'EPT va se mettre en place avec les communautés d'agglomération existantes, les fonctionnaires territoriaux de la CASA, c'est la communauté d'agglomération Sénamont, la CABV, communauté d'agglomération Val-de-Bièvre et de la CALP, qui représentent au total 1300 agents vont former l'administration du territoire. Le directeur général des services du territoire sera le DGS de la communauté d'agglomération la plus importante, soit le DGS de la CABV. Les directeurs généraux des deux autres communautés d'agglomération seront directeurs généraux adjoints. Une fois cette nouvelle administration installée, il faudra mettre en place progressivement le transfert de compétences des communes vers le territoire. Des convergences fiscales devront également s'opérer sur les 2 années de transition. Les impôts il parle de ces administrés, donc les impôts des Thiésiens étant plus bas que la moyenne, les autres villes ne pourront que grimper. Voilà le constat malheureux que l'on peut faire aujourd'hui sur cette grande idée qui a été la décentralisation, qui est battue en brèche aujourd'hui par ceux-là même qui à l'époque avaient porté cette réforme en 1982. C'est une vraie difficulté sur laquelle nous avons à débattre ce soir. Je vais arrêter là pour ne pas vous embêter, mais il y a encore plein d'autres arguments qui me confortent dans l'idée de donner un avis défavorable. C'est juste une lecture de la loi. Madame Spicher. Merci, monsieur le maire. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit à l'instant, même si c'est le reflet de la loi, mais il est impératif ce soir, puisque les débats sont ouverts, que les choses soient véritablement stipulées, puisque au regard du développement des communes qui rejoignent cette métropole, les 2 autres villes qui sont en négociation ne sont pas évoquées dans cette note de synthèse. Force est de constater aujourd'hui et ce soir qu'on parle toujours du millefeuille. Force est de constater que ce soir, on nous parle que d'une protection pour les salariés de 2 ans. Qu'est-ce que 2 ans quid après de ce qu'on fera des fonctionnaires qui font partie du périmètre actuel? Nous n'en savons strictement rien. Je ne parlerai pas non plus, parce qu'un schéma comme ça, même si il a le mérite d'exister et qu'il est à peu près lisible, on ne sait toujours pas, nous, sur le plan de la fiscalité, à quelle sauce on sera mangé. Donc je dirais que là, une fois de plus, et vous nous l'avez déjà fait remarquer la dernière fois, monsieur le maire, comme quoi notre intervention au sein de ce conseil n'avait pas forcément de foi de valeur, par la simple unique raison, c'est que les décisions se passaient ailleurs et qu'à la limite, nous pouvons toujours causer, les décisions sont déjà prises, et je veux dire, c'est un simple formalisme ce soir. Alors, je rejoindrai tout à fait M. Blanchot, je voterai contre cette délibération. Merci, monsieur le maire. Oui, monsieur De Fabon. Merci. Je vois que le sujet de l'intercommunalité, qui a déjà été très très largement débattu à de nombreuses reprises dans cette salle, suscite toujours autant de passion, parfois très négative, parfois franchement désagréable. Je voudrais rappeler
parce qu'on est quand même parti un petit peu dans la campagne, on a traité un tas de choses. La délibération sur laquelle on doit se prononcer ce soir, c'est juste un cercle et son centre. C'est le périmètre de l'intercommunalité, sur lequel on a déjà débattu à la dernière séance. Donc, on sait qu'il s'agit d'un pis-aller, on a accepté ce pis-aller parce que dans la situation où on était, il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas de choix moins mauvais, disons. Et par contre, je voudrais vous parler un petit peu du choix du siège. Le choix du siège de la future intercommunalité n'est pas anodin. Il est symboliquement le centre de gravité de ce futur ensemble de plus de 600 000 habitants. Le choix provisoire de Vitry est pertinent sur le critère de la taille de la commune la plus peuplée des 22 communes de l'EPT. Mais il ne faudrait pas que ce choix préfigure un déséquilibre d'attractivité qui concentrerait la dynamique sur le nord de l'EPT, au plus près de Paris. La meilleure chance de développement de ce nouvel ensemble, le plus peuplé de la métropole après Paris, est de faire progresser tout son territoire de manière équilibrée. Le choix définitif du siège de l'agglomération devra tenir compte de ce critère d'équilibre qui est essentiel. Qui plus est, il ne faudra pas oublier que l'emplacement du siège de l'agglomération se trouveront probablement, qu'à l'emplacement du siège de l'agglomération se trouveront probablement les principaux services auxquels tous les habitants des 22 communes concernées devront s'adresser pour une part de leur démarche administrative. Dans un ensemble de population aussi important, il est primordial que l'accès aux services soit aussi court que possible pour chaque habitant. Le choix définitif de l'emplacement du siège de l'agglomération devra donc se porter aussi, et peut-être surtout, en fonction de son accessibilité pour le plus grand nombre d'habitants. Madame Guibert. Oui, je voulais juste revenir en effet sur l'une des compétences principales de la métropole du Grand Paris, qui sera notamment de pouvoir agir et voter le plan local d'urbanisme. Et cela aura pour seule conséquence, du coup, que le maire deviendra un simple, comment dirais-je, élu de territoire. Il sera dépouillé quand même d'un certain nombre de pouvoirs, et du coup, en fait, il sera seulement autorisé à signer les permis de construire. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez vers quoi vous vous engagez, en fait. Ils s'en foutent, non, c'est pas un problème. Tous autant Ils sont pas tous payés. Oui, peut-être que les personnes qui demandent des logements en auront, puisque beaucoup de maires de droit refusent le logement social. Donc, moi je voulais intervenir sur un autre point. Pas sur ce point-là. Sur l'intégration de notre commune au Grand Paris et son appartenance à l'établissement public territorial, ETP numéro 12. Il faudra définir une dénomination, effectivement. Donc, cette intégration va générer des risques et des opportunités pour notre commune, comme cela a été souligné par de nombreux conseillers. Il va donc falloir travailler pour défendre la commune, pour faire entendre sa voix, de manière à associer toutes les forces disponibles et pour permettre leur implication en soutien à nos 5 futurs représentants au niveau de cette EPT. Le groupe Savigny-Notre-Ville propose la constitution d'une commission municipale dédiée au suivi de la mise en place de ce nouveau cadre institutionnel. Les sujets ne manqueront pas. Changement au niveau de la fiscalité, évolution des compétences de la commune, coopération possible au sein de l'EPT, participation aux projets structurants de l'EPT du Grand Paris, etc. Cette commission devra aussi organiser l'information et la participation des Savigniens aux différents débats générés par cette importante évolution institutionnelle. Monsieur le maire, nous vous en remercions. Madame Guibert. En fait, si j'ai bien compris, vous voulez donner la parole aux Savigniens une fois que c'est déjà acté en conseil municipal. Bon, peut-être pour répondre un peu globalement aux différentes remarques ou aux différentes interrogations. Effectivement, il faut ce soir pas se tromper dans les débats. Le
premier élément, c'est que nous avons déjà débattu il y a un mois du sujet, à savoir est-ce que nous allons rejoindre ou pas la LGP, ce grand ensemble, ça a été rappelé dans certaines interventions, grand ensemble qui, entre guillemets, était quand même le moins pire de ce qui nous était proposé. C'est vrai que je vous rappelle qu'il y avait deux choix, soit c'était aller vers la MGP, soit c'était le choix de rester dans une calpe amputée quasiment d'un quart de ses ressources avec le départ de Paris-Écosse. Et ce qui voulait dire une calpe qui était quasiment prête à déposer le bilan après 2 ou 3 mois d'existence sans paraître. Ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, nous savons que ce territoire est fixé et surtout, l'objectif est de savoir si nous approuvons ou pas le fait que le siège soit mis à Vitry. Alors, Vitry, il ne faut quand même pas stigmatiser la population. Je connais très bien, malheureusement, des personnes qui y résident et de manière définitive maintenant là-bas dans ma famille, et je peux vous garantir que j'ai assez souvent l'occasion d'y aller. Je ne me suis pas fait chasser de la voiture jusqu'à maintenant. Donc il est hors de question d'aller stigmatiser une ville ou un territoire. Mais je vous rappelle aussi que dans la délibération que nous vous proposons, nous avons rappelé effectivement ce sens de centralité géographique et cette possibilité d'avoir une accessibilité simple au travers de transports existants ou devant encore se développer. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, concernant les financements, le devenir de certaines associations ou le devenir des employés municipaux, intercommunaux, pardon. Aujourd'hui, déjà au sein de la CALP, nous sommes en train de réétudier, et sous l'impulsion des 5 maires, la possibilité de d'ores et déjà récupérer un certain nombre de compétences pour pas que ça tombe, j'allais dire, dans cette grande moulinette que pourrait être le territoire numéro 12. Et après, tout viendra justement des différentes négociations, des différentes discussions qu'il y aura entre les 22 maires concernant les compétences. Et ça, on a jusqu'au 1er janvier 2018, donc les 2 ans de transition pour pouvoir travailler sur ce sujet. C'était déjà le débat que nous avons eu il y a un mois, et les réponses n'ont malheureusement pas changé, tout comme les chiffres donnés par l'État qui restent quand même assez flous sur le sujet. Voilà. Monsieur Favre. Oui, monsieur Ménard, j'attends toujours ma réponse sur le clic, l'avenir du clic Nord-Essonne et sur le total. Je vous rappelle quand même que tous les clics existants du département, enfin des autres villes, des autres agglomérations qui vont rejoindre ce territoire, sont des associations. Que va devenir le clic Nord-Essonne? À moins que j'ai du mal à m'exprimer, je vous ai dit qu'on était en négociation jusqu'au 1er janvier 2018. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de réponse claire et franche. C'est vrai que le CLIC, notamment le CLIC, œuvre particulièrement sur le territoire. Et peut-être, monsieur Guettot, si tu veux approfondir sur le sujet, mais ils œuvrent. Il y a des financements qui effectivement viennent aussi du conseil départemental, mais rien n'empêchera, à partir du moment où il y a une œuvre qui est faite sur le territoire de l'Essonne, d'aller collecter encore des subventions au travers du territoire de l'Essonne. Il y a plein de choses qui se font, même au prorata temporis, par exemple, du temps passé, sur telle ou telle commune, alors qu'il y a une manne financière au niveau de la CALP. Donc là, on va se retrouver sur une répartition un peu plus grande.
Madame Sticher. Oui, monsieur le maire. Moi, dans la délibération que vous nous présentez à l'instant sur ce périmètre qui va être l'objet de cette métropole et du Grand Paris, vous indiquez clairement qu'il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de décret fixant le périmètre de l'AFPT de 12 comprenant les communes précitées. Donc ce n'est pas uniquement le siège qui est à fixer. Vous demandez aussi d'émettre un avis favorable au projet du décret sur ce périmètre. C'est indiqué dans votre note de synthèse. Donc ça veut dire que là, on doit donner un avis sur votre périmètre qui est proposé à l'instant. Et la deuxième chose, le centre, la ville centrale de ce périmètre. Donc c'est deux choses que vous demandez ce soir. Absolument, mais au vu de la loi, le périmètre est un avis consultatif, qu'en revanche, au niveau du siège, c'est un avis, je ne veux pas dire simple, mais motivé, ce qui est tout à fait différent, vous le savez très bien. Et c'est pour ça que, une fois de plus, nous avons choisi le fait d'avoir un souhait sur une centralité en fait, de ce siège et qu'il soit au mieux desservi, effectivement, par exemple. C'est un pacte égaré. C'est vrai qu'il y a sûrement des communes un petit peu plus près de Vitry, et notamment, étant donné que notre souhait était de travailler autour du Mont d'Orly, la commune d'Orly serait peut-être un endroit particulièrement dédié. Surtout que je pense savoir qu'il y a des mètres carrés de bureaux disponibles dans ce coin. Ok, donc par rapport à la fois à ce périmètre et à la fois au refus d'avoir le siège à Vitry, qui est pour ces deux propositions, de vote. le souhait du périmètre est contre le siège à Vitry. Ah non. Alors, bon, on va s'en donner deux parties. Le périmètre, qui est pour. Bulletin secret, oui. Quand on doit voter, c'est déjà passé. Il faut que, à l'intérieur du un tiers des membres du conseil municipal demande ce vote à bulletin secret. Donc, qui est pour le vote à bulletin secret? Très bien, c'est pas un tiers. Poursuivons le vote libre. Donc, qui est pour le périmètre? Qui est contre? Qui s'abstient? Et maintenant, concernant le siège à Vitry, qui est pour? Ah bah tiens. Évidemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 3 de l'ordre du jour, la notification du tableau des emplois permanents attribués à l'Assemblée. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit pour les domiciles de planification des emplois permanents. C'est un agent des espaces verts qui a demandé sa mutation pour une autre commune, donc il convient de le remplacer. Or, l'agent qui a été recruté, qui va le remplacer, n'a pas le même grade. Donc, il convient en conséquence de créer un poste d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet et aussi de modifier le tableau des emplois permanents. Les observations. Oui, monsieur Deprenon. Oui, merci monsieur le maire. C'est pas tellement pour cette délibération, mais plutôt pour la précédente. Je suis très surpris en lisant la note de synthèse que vous avez préparée, note de synthèse numéro 2. Il est explicitement proposé au conseil municipal de se prononcer en faveur d'un siège de l'EPT géographiquement, etc., etc. Je ne comprends pas comment vous avez pu... Il y a un souci quand même, non? Ah oui, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une certaine ambiguïté entre le fait que vous amalgamez la proposition du préfet et
le libellé de votre proposition qui, elle, ne précise pas que vous votez contre. C'est tout à fait incompréhensible, votre proposition. C'est le souhait d'une implantation centraliste. Oui, non mais attendez, dans la délibération, nous avons bien précisé que le siège opérationnel du territoire doit respecter les principes d'une centralité géographique et d'une accessibilité aisée par tous les moyens de transport existants ou encore de développement. Donc ça, je suis désolé si c'est pas compris. Vitry, pardon. Ah non, attendez, je peux parler de ces délibérations et des délibérations déjà votées, monsieur Vénard. Ah non, non, attendez, Vitry, ou avoir une centralité telle que c'est précisé dans la délit, nous votons pour la Encore une fois, monsieur le maire, le débat c'est aujourd'hui il y a un périmètre et le préfet a proposé que ça soit à Vitry de façon transitoire et que les élus futurs qui seront dans cette EPT désignent dans les délais qui leur seront propres un nouveau centre. Et donc c'est bien le souhait que émet la commune de Savigny d'avoir à terme un siège centralisé. Mais je crois qu'on a confondu là, effectivement, on ne rejette pas Vitry ou pas Vitry. Vitry, c'est un choix assez logique, on l'a rappelé par rapport à la population, et le préfet a trouvé cette solution. En revanche, on exprime le vœu que très vite, nos représentants, comme celles des autres communes, puissent dire, ben non, c'est pas Vitry, ça sera Orly, comme vous l'avez cité, ou d'autres villes. Par ailleurs, s'il vous plaît, j'ai accordé un vote par division alors que ça n'est pas la demande du préfet. Donc, voilà. Monsieur Sénicourt, vous vouliez intervenir? Ah, mais monsieur le maire, ça va pas du tout. Vous avez proposé un vote de délibération. C'est deux fois. Ça veut dire que le jour où vous accepterez de remettre aux élus municipaux le texte de la délibération, pour savoir sur quoi on vote exactement, donc ça se au CCH, je suis désolé, c'est le texte de la délibération. Bon, ici on ne l'a pas. Alors voilà, on s'apprête à voter une fois sur un sujet, et en séance, il y a deux votes. Et on ne sait pas sur quoi on a voté. Non mais écoutez, à chaque fois, monsieur Sénicourt, Pas jouer à la belote avec lui, il faut payer l'argent. C'est ça. En parallèle, qui sont faites municipales. C'était dans la période du dossier. Voilà. Bon, nous en revenons au tableau des emplois permanents. Y a-t-il des observations? Qui est pour? Qui est contre? Ils sont pour ou ils sont contre? Oh là là. C'est du haut niveau. Je vous remercie. L'ensemble été épuisé, j'ai néanmoins été saisi dans un certain nombre de questions orales. La première question orale a été émise par M. Defani pour le groupe Savigny Notre Ville et concerne l'organisation du temps scolaire et périscolaire. Vous avez déposé une question orale relative d'une part à l'usage des sommes reçues dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires modifiés et d'autre part à la mise en place d'un projet éducatif territorial. Il convient en préalable de rappeler que les dispositions de l'article D21-12 du Code de l'éducation prévoient que la décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à 3 ans. À l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les 3 ans après un nouvel examen en respectant la même procédure. Il s'agit donc de dispositifs limités dans le temps, dont rien ne garantit aujourd'hui la pérennité au-delà du 30 juin 2017, soit pendant encore une année scolaire complète. En ce qui concerne l'usage du fonds d'amorçage, celui-ci
aussi à contribuer à rémunérer les animateurs qui accueillent les enfants sur les différents temps non scolaires, c'est-à-dire avant l'école, durant la pause méridienne et le soir. Les nouveaux rythmes scolaires imposés à la ville de Savigny-sur-Orge ont conduit à un accroissement de la fréquentation du nombre d'enfants en année scolaire pleine. Alors je vais vous donner quelques éléments chiffrés. Pour les maternelles, pendant le cours du midi, ça va faire un accroissement de 14 138 élèves. Pour l'accueil, nous sommes en journée par élève. C'est bien ce qui a été précisé, donc ça fait bien 14 138. Pour l'accueil après les heures de classe de 12 772 et le mercredi de 1082. Pour l'élémentaire, ceci correspond le midi à 10 491, pour le soir à 218 et le mercredi pour 4 389. De plus, l'augmentation du nombre d'enfants accueillis le mercredi s'est notamment traduite par une hausse d'environ 25% en maternelle et 100% en élémentaire du nombre d'animateurs mobilisés. Le montant perçu au titre du fonds d'amorçage pour l'année scolaire 2014-2015 est de 185 950 € et a donc servi à la rémunération des animations, soit environ 6 480 heures en plus, simplement sur les mercredis et les demi-heures du soir. Le coût d'une heure est environ de 15 €, charges comprises, et ceci représente 97 200 €. Il en est de même du coût d'un repas de la cantine dont la ville assume pour partie la charge et qui représente, hors frais de personnel liés au réchauffage et au service de repas dans les restaurants scolaires, une dépense en progression de plus de 60 000 € entre l'année scolaire 2013-2014 et 2014-2015. Il convient de rappeler que la modification des rythmes scolaires s'est traduite par un nombre de repas servis en augmentation de près de 11 000 sur la même période. En marge de votre question, et bien que ce fonds ne concerne pas les rythmes scolaires ainsi que le Conseil communautaire en a délibéré, je vous indique que le fonds de concours voté par la CALP a été utilisé pour faire face aux dépenses de fonctionnement des équipements scolaires et des centres de loisirs pour les montants indiqués lors de à l'intérieur de la délibération du 2 juillet de la CALP. En ce qui concerne la mise en place d'un projet éducatif territorial, la ville n'a pas souhaité, au stade expérimental de la réforme qui lui a été imposée, s'inscrire dans ce cadre. Comme le précise la circulaire 2013-036 du 21 mars 2013, si une telle démarche venait à être initiée, elle devrait être portée par la collectivité qui devrait alors également en assumer la charge financière, y compris en termes d'application de normes d'encadrement. J'ai été également saisi de deux questions déposées par M. Fabre. La première question concerne la chaudière de la maison de quartier des Prés-Saint-Martin. Afin d'engager la modernisation du patrimoine vieillissant, la ville de Savigny-sur-Orge s'est engagée dans une procédure d'achat public ayant pour objet la réalisation d'un audit des chaufferies des installations municipales et la mise en œuvre d'un planning de travaux adéquats. Notifié le 28 août dernier, l'exécution de ce marché a été confiée à la société Petclim. Elle implique la modernisation de 12 équipements. Les travaux concernant l'installation de la maison de quartier des Prés-Saint-Martin sont programmés en semaine 43, c'est-à-dire à compter du 19 octobre. Ils intègrent la dépose de canalisation de distribution de chauffage, la fourniture et la pose d'un nouveau circuit de distribution, le remplacement du corps de chauffe, le remplacement des robinets de radiateurs par des têtes thermostatiques, le remplacement des têtes de réglage, le remplacement des purges automatiques, la mise en conformité du local de chaufferie. Naturellement, la ville de Savigny-sur-Orge sera particulièrement attentive quant à la bonne exécution des prestations et au respect des délais d'exécution de celles-ci. Vous m'avez ensuite adressé une autre question pour en revenir aux éléments que nous évoquions lors de l'introduction de ce conseil municipal concernant les maisons de quartier et leur nouvelle tarification.
Donc afin d'établir une tarification des activités des maisons de quartier tenant compte de la situation sociale des usagers, le conseil municipal adoptait la définition de tarifs reposant sur un grand nombre d'activités sur application du quotient familial tel que défini par l'arrêté municipal le 17 juin dernier. La ville de Savigny-sur-Orge suivait ainsi les préconisations de la CAF, lui permettant notamment de solliciter le versement de la prestation de services ordinaires pour les accueils de loisirs assurés par les maisons de quartier. N'intégrant pas les inscriptions définitives aux accueils de loisirs primaires et adolescents, qui interviennent pour la plupart durant les vacances de Toussaint, alors même que celles-ci représentent 34% des inscriptions enregistrées sur l'an dernier. Les inscriptions enregistrées à ce jour représentent 42% du réalisé 2014-2015. Pour autant, les données actuelles tendent à montrer deux tendances. La première étant que la gratuité des activités ne favorise pas l'attrait du public. Ainsi, bien qu'étant gratuits, les ateliers Pause Café et Baby Ludothèque ne comptent aucun inscrit sur les sites de Grandvaux et des Prés Saint-Martin. La deuxième étant que les activités d'utilité sociale demeurent les plus fréquentées, à l'image de l'ALS et de l'alphabétisation, ainsi que de l'accompagnement scolaire primaire. Ces dernières représentant à elles seules un tiers des inscriptions enregistrées ce jour. Étant à noter que les inscriptions à ces dispositifs s'effectuent tout au long de l'année. Ainsi, s'il est pour l'heure trop tôt pour tirer un véritable bilan de la mise en œuvre des nouveaux tarifs et de leur appropriation par les publics prioritaires fréquentant les maisons de quartier, la municipalité restera particulièrement attentive afin que les activités demeurent prioritairement ouvertes aux Savignats ne pouvant accéder à toute autre offre d'animation et de prestation. Par ailleurs, nous avons reçu également une question orale déposée par Madame Clotu-Grossin. Je vous propose d'y répondre au prochain conseil municipal. Cette question ayant été déposée dans un délai inférieur aux 48 heures précédant le conseil municipal. Par ailleurs, nous avons reçu également deux vœux émanant de M. Fabre, et ces vœux pourront être proposés également lors du prochain conseil municipal et étudiés préalablement en commission. L'ordre du jour Il faut qu'il fasse On a fait une motion également qui a été déposée sur le transport. Ah oui, mais c'est le même délai le dépôt de la question. Oui, bah c'est la même chose que la question. On n'y répond pas. Non, c'est déjà oui, mais pardon, la motion, excusez-moi, la motion sera discutée lors du prochain conseil municipal parce qu'elle doit faire l'objet d'une modification de l'ordre du jour du conseil municipal. Et c'est précisément ce qui est indiqué à l'intérieur de l'article 5 de notre règlement intérieur. Oui, monsieur le Président. À propos des motions, monsieur le maire, je ne crois pas que le règlement intérieur stipule la possibilité de refuser d'étudier une motion, même si elle est déposée en séance. Elle a été déposée 24 heures à l'avance par courtoisie vis-à-vis de l'ensemble des groupes représentés au conseil municipal. Je demande expressément que cette motion soit étudiée et mise au vote ce soir. Elle n'a pas à l'être, tout simplement comme je vous l'indique par rapport à l'article 5 du règlement intérieur, mais de la même manière par l'article 21-21-19 du CGCT. Voilà. L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée. circuler, il y a rien à voir. On
modèle de la mairie de Séville. Elle n'a toujours pas de solde de secours. N'importe quel employeur correct. Ouais, à la limite, ils ne sont même pas foutus de signer un papier du jour au lendemain. Il leur faut une semaine pour signer un papier.